Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Business Intelligence et Analytics. Dans les vidéos précédentes, nous avons parcouru différentes applications du Analytics avec des techniques de data mining et d'apprentissage automatique. Nous avons également vu l'importance des étapes de préparation et nettoyage des données pour l'analyse. Dans cette vidéo, nous continuons avec l'analyse exploratoire des données. L'analyse exploratoire des données vous aide à explorer les données mises à votre disposition et vous aide aussi pour les opérations de nettoyage de données que nous avons évoquées dans une vidéo précédente. De plus, l'analyse exploratoire des données utilise des outils simples de visualisation et donc peut aussi servir à communiquer vos résultats. L'analyse exploratoire est donc liée à la visualisation des données. Schématiquement, un projet en data mining ou en business analytics fonctionne comme un entonnoir qui vous est illustré ici. On commence par une question de recherche à résoudre avec des données. L'étape suivante est la partie de nettoyage et de traitement des données et qui consiste à formater les données pour l'analyse. En anglais, on utilise un langage un peu plus fleuri. On parle de data wrangling. Wrangling se traduit par dispute ou querelle et cela illustre bien l'idée. Ensuite, il y a l'étape d'exploration des données. Et une fois que tous les problèmes liés aux données ont été traités, vous pouvez passer à l'étape d'analyse et de construction des modèles prédictifs. Finalement, la dernière étape consiste à communiquer vos résultats, soit sous forme de texte ou soit sous forme visuelle. Et donc, l'analyse exploratoire des données que nous voyons dans cette vidéo va principalement aider pour les troisième et dernière étapes de ce schéma. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons revoir certains termes importants que vous avez peut-être déjà entendus. Nous allons parler de big data ou de données massives. Dans les vidéos précédentes, nous avons simplement parlé de données sans vraiment parler de données massives. Qu'est-ce que c'est au juste? Ce qu'on comprend en général par big data est l'idée que l'on a à notre disposition des jeux de données extrêmement larges qui peuvent être utilisés pour une analyse, qui permettra par exemple de révéler certaines structures, certaines tendances ou associations, et qui sont spécifiquement intéressantes en général pour le comportement humain et ses interactions. On relèvera 5 caractéristiques importantes. Le volume. Lorsque l'on parle de big data, le volume des données est la première chose qui vient à l'esprit. 90% des données aujourd'hui ont été générées au cours de ces 2 dernières années. Nous assistons donc actuellement à une croissance exponentielle du volume des données. Ensuite, nous avons la vitesse. Nous générons des données à une fréquence très élevée, que ce soit des vidéos en streaming sur Netflix par exemple, YouTube, ou les millions de tweets et l'actualité en format numérique qui sort tous les jours. Ensuite, nous avons la variété. Les données ne sont pas uniquement des chiffres ou du texte. Il y a aussi des vidéos, des tweets, des images, de l'audio, des appels téléphoniques, des vidéoconférences, etc. Pour avoir la vue d'ensemble, nous devons comprendre comment explorer et lier toutes ces sources de données hétérogènes. Quatrièmement, la véracité, c'est l'idée que les données capturent potentiellement différentes facettes d'une même vérité. Prenons un exemple pour voir. Si nous faisons une recherche sur Internet, nous pouvons par exemple trouver des informations qui font référence d'un côté à Bill Gates et de l'autre à William Gates III. Mais ces deux entités correspondent en réalité à la même personne. Et donc se pose la question, à quel point peut-on se fier aux différentes sources de données? Plus généralement, lorsque l'on accède à un nombre important de données, on ne peut pas s'attendre à ce que toutes ces sources soient fiables, voire véridiques. C'est un problème lié à la qualité des données. Nous avons évoqué 4 caractéristiques, les 4 V. Il y en a un cinquième, qui est la valeur des données, le big data de la valeur. Dans une vidéo précédente, nous avions parlé du nouvel or noir. Dans l'ère du big data, il est encore plus important de posséder les bons outils qui permettent de comprendre, de nettoyer et visualiser les données. L'analyse exploratoire des données est donc devenue encore plus nécessaire. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, l'analyse exploratoire des données. On distingue 3 types d'analyse: descriptive, prédictive et prescriptive. Dans cette vidéo, nous couvrirons la première de ces analyses, l'analyse descriptive. Celle-ci aide à l'exploration des données mises à nos dispositions. L'analyse descriptive comprend également les outils de visualisation et le SQL que nous verrons dans de prochaines vidéos. Supposons que l'on ait réuni une base de données, tous les attributs ou colonnes sont dans le bon format. Il est donc temps de passer à l'analyse exploratoire des données. À noter que le nettoyage et l'analyse exploratoire des données s'entremêlent, car elles cèdent l'une et l'autre. L'analyse exploratoire des données a été introduite par John Tukey, un célèbre statisticien.
Il est par exemple l'un des inventeurs de la transformation rapide de Fourier. Il a répandu l'utilisation du terme bit, que nous utilisons aujourd'hui pour décrire un chiffre binaire dans un ordinateur. L'analyse exploratoire des données comprend le processus d'investigation initiale sur les données afin de découvrir des structures, découvrir des anomalies et vérifier intuitivement des hypothèses grâce à des statistiques sommaires et des outils graphiques. L'analyse exploratoire des données a été largement promue par Tukey pour encourager les statisticiens à explorer les données. Le but était de pouvoir identifier rapidement d'éventuels problèmes avec les données. C'est quelque chose de très important, car si les données ne sont pas correctes, alors il faudrait certainement faire une autre collecte de données et non pas passer à l'analyse. C'est donc quelque chose de très important dans tout le processus d'analyse. Il y a différents aspects de l'analyse exploratoire des données. Premièrement, elle permet de donner une vue d'ensemble, par exemple en sortant quelques chiffres qui illustrent des caractéristiques générales des données. Deuxièmement, il y a l'aspect visuel, par exemple visualiser la corrélation entre les données. Quelque chose à souligner ici est le fait que la corrélation entre deux caractéristiques, deux variables explicatives, n'est pas souhaitable. C'est une redondance du signal que l'on souhaite supprimer. Alors que la corrélation entre une caractéristique et la variable que l'on souhaite expliquer ou prédire est tout à fait souhaitable. Troisièmement, pourquoi utilise-t-on l'analyse exploratoire des données? Elle permet d'identifier des anomalies des données. Le plus tôt c'est fait, le plus tôt on peut corriger ces imperfections, par exemple en nettoyant les données ou en collectant de nouvelles. Cela peut nous éviter des migraines. Un aspect important est finalement l'identification de problèmes de data mining. L'analyse exploratoire des données peut nous aider par exemple à A. Est-ce que les caractéristiques des données mises à notre disposition permettent de répondre à la question? Sinon, il faudrait collecter des données différentes. Et B. Est-ce qu'il y a une séparation nette des données? Si c'est le cas, il n'y a probablement pas besoin d'utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique. L'analyse exploratoire des données comprend deux techniques principales. 1. Les statistiques descriptives et 2. Les techniques de visualisation et de résumé des données. Pour commencer, nous regardons toujours les données comme par exemple présentées sur ce slide. Ces données représentent des clients d'une entreprise de télécommunications. La question ici est de savoir si un client va quitter ou non l'entreprise. Nous commençons par des questions simples pour comprendre ces données, telles que combien y a-t-il de lignes et de colonnes? La deuxième question à se poser est-ce que l'on comprend la signification de chaque colonne? Sinon, il serait judicieux de demander à quelqu'un cette information. Ensuite, nous pouvons vérifier si chaque caractéristique ou colonne a le type de données approprié. Si par exemple il y a une colonne qui contient des dates, est-ce que cette colonne a été importée et interprétée de manière appropriée? Ou a-t-elle été importée comme une chaîne de caractères? Vous devriez toujours commencer par des vérifications simples et qui font du sens. Une autre approche, lorsque l'on a des données numériques, est d'utiliser des outils visuels. Regardez la distribution des données. Est-ce attendu? Voit-on des valeurs qui sortent du lot? Lorsque l'on a des variables catégorielles, telles que des classes que l'on souhaite prédire, une question qui se pose est de savoir si ces classes sont réparties de manière égale dans les données collectées. Peut-être une classe est surreprésentée par rapport à d'autres. C'est important à identifier car cela peut affecter l'analyse et l'efficacité des modèles prédictifs que nous utiliserons ensuite. Comme déjà mentionné, une partie importante de tout projet lié aux données est d'allouer du temps au nettoyage et vérification des données. C'est exactement là où l'analyse exploratoire nous assiste en aidant à identifier des problèmes potentiels. Il existe plusieurs techniques pour obtenir un aperçu des données. Premièrement, les statistiques sommaires, ce sont des chiffres qui décrivent certains aspects de la distribution des données. Deuxièmement, les boxplots qui permettent d'apprécier la distribution d'une caractéristique numérique. Et troisièmement, les histogrammes et bar charts pour les attributs numériques et catégoriels. Voyons tout cela plus en détail. Les statistiques sommaires ou descriptives, ou encore résumées, décrivent certaines caractéristiques des données. Ce sont typiquement des chiffres qui résument certains aspects des données. Le but de ces statistiques est de résumer les données pour en comprendre la structure. Cependant, à aucun moment ces statistiques permettent d'inférer quelque chose de définitif au-delà des données collectées. Elles sont toutefois très utiles. Il y a plusieurs statistiques. Certaines mesurent la tendance centrale des données. Quelle serait la valeur typique des données? Et pour ça, on utilise la moyenne, la médiane ou le mode. Certaines mesurent la dispersion des données, comme avec la variance, des percentiles, l'espace interquartile, qui permettent notamment d'apprécier la variation des différentes caractéristiques dont nous disposons. Finalement,
Certaines statistiques mesurent des événements extrêmes comme le minimum et le maximum qui capturent les valeurs observées les plus extrêmes. Lorsque l'on parle de la tendance centrale des données, nous avons typiquement 1. Le mode, quelle valeur apparaît le plus fréquemment. 2. La moyenne, la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs, leur cardinalité. À noter que cette mesure est très sensible aux valeurs extrêmes. L'ajout de très grandes ou très petites valeurs peut complètement modifier le comportement de la moyenne. Troisièmement, nous avons une mesure plus robuste à ces valeurs extrêmes, qui est justement la médiane. C'est la valeur qui permet de séparer les données en deux groupes de 50% de chaque côté. Lorsqu'il y a un nombre de données paires, le plus simple est de prendre la moyenne des deux valeurs centrales pour obtenir la médiane. Voici un exemple pour illustrer ces différentes mesures. Supposons que l'on ait ces valeurs ici. Donc le mode serait 1, car c'est la valeur la plus fréquente. La moyenne serait 16, il suffit de faire la somme de toutes ces valeurs et diviser par leur nombre, qui est 7. Et la médiane serait 2, car il y a 7 valeurs, et si on les ordonne, on voit que la quatrième valeur, celle qui est au centre, est 2. Certaines statistiques mesurent quant à elles la dispersion des données. Nous avons le minimum et le maximum, ou plutôt l'écart entre les deux. Ensuite, nous avons les percentiles. Un percentile est la valeur correspondant à un certain pourcentage des données. Par exemple, le 0e percentile est le minimum et le percentile 100 est le maximum. Nous avons aussi vu le 50e percentile qui est la médiane. Si par exemple vous lisez quelque part que votre note est le 90e percentile, cela signifierait que 90% de la classe a obtenu une note inférieure à la vôtre et 10% une note supérieure. Et finalement, nous avons les quartiles, qui sont des cas spéciaux de percentiles et que vous pouvez rencontrer fréquemment. Deux autres statistiques qui mesurent la dispersion des données sont la variance et l'écart type, dont vous voyez la définition mathématique ici sur le slide. Elles mesurent la dispersion autour de la moyenne. À noter qu'il existe un équivalent de l'écart type, mais autour de la médiane, c'est le MAD ou Median Absolute Deviation. Il existe aussi d'autres statistiques qui résument en un seul chiffre certaines caractéristiques d'une distribution. Nous avons le coefficient d'asymétrie, qui mesure l'asymétrie de la distribution. Par exemple, des variables qui suivent une distribution normale ont un coefficient d'asymétrie nul. Nous avons ensuite le kurtosis, ou coefficient d'aplatissement, qui mesure à elle à quel point la distribution a des queues épaisses, comme illustré ici. Nous venons de voir les statistiques descriptives qui résument avec quelques chiffres certaines caractéristiques d'intérêt d'une distribution. L'être humain est très fort pour détecter des structures à l'œil nu. Voyons maintenant quelques outils graphiques pour l'exploration des données. Supposons que l'on ait des valeurs catégorielles qui décrivent par exemple des genres de films. On pourrait se poser la question, quel genre est le plus regardé? Nous pouvons calculer le mode par exemple, ou alors directement illustrer la fréquence d'occurrence avec un bar chart ou un diagramme à bâton. Nous voyons immédiatement que le genre action est le plus populaire. Le bar chart est un moyen simple de révéler des fréquences, des proportions, des sommes ou des moyennes. Un diagramme à bâton n'est pas nécessairement vertical et peut être orienté horizontalement. Cela, par exemple, peut faciliter la lecture des labels s'il y a de nombreux bâtons. Le bar chart sur ce slide illustre des proportions pour certaines catégories de diplômes dans la population américaine de plus de 25 ans. Certaines barres ont une couleur plus claire pour accentuer la proportion de personnes qui ont un diplôme universitaire ou supérieur. Le point essentiel de cet outil graphique est qu'il peut servir à démarrer une discussion. Des questions que l'on pourrait se poser ici sont: qui sont les gens qui obtiennent un diplôme? Ou quels facteurs contribuent à l'obtention d'un diplôme? Donc, pour visualiser des catégories, nous avons utilisé un diagramme à bâton. Pour des valeurs numériques, des valeurs réelles, nous utilisons un histogramme. L'histogramme approxime la distribution des données. Il est construit en réunissant les données dans une série d'intervalles en comptant le nombre d'occurrences dans chacun de ces intervalles. Une question qui revient fréquemment avec un histogramme est: combien d'intervalles utiliser? Car l'allure de l'histogramme en dépend, comme illustré ici avec 2, 3 et 5 intervalles. Généralement, les programmes vous proposent un nombre d'intervalles par défaut, 10 par exemple, mais rien ne vous empêche de jouer un peu avec ces valeurs et observer les changements. Pour approfondir ce sujet, ou pour votre culture, je vous invite à lire cet article scientifique sur le choix du nombre d'intervalles.
Voici un rappel sur l'allure d'une distribution normale. Et voilà les distributions théoriques d'autres distributions connues. Un histogramme est donc une approximation de ces distributions théoriques. Il est donc intéressant de découvrir une distribution qui ne correspond pas à celle à laquelle vous pourriez vous attendre. Cela signifierait peut-être que vous avez fait une découverte importante, ou alors plus simplement que certaines erreurs sont venues polluer vos données. Par exemple, une loi binomiale est utilisée pour modéliser la somme de succès dans une expérience répétée, où l'issue de chaque expérience est soit sur le départ un succès ou un échec. La loi exponentielle, quant à elle, est souvent utilisée pour modéliser des temps. Par exemple, le temps de vie d'une ampoule ou d'un produit, le temps de réponse d'un agent dans un système, par exemple combien de temps prend un conseiller bancaire pour répondre à un client. Les histogrammes donnent donc une vue d'ensemble de la distribution des données, mais n'a pas de relation directe avec les statistiques sommaires que nous avons vues. Un boxplot, ou boîte à moustaches, est un outil graphique très utile et qui, quant à lui, est construit autour de ces statistiques sommaires. Vous pouvez directement observer si les données sont asymétriques, par exemple, ainsi que d'autres caractéristiques. Supposons que vous avez à votre disposition des données. À partir de ces données, nous pouvons construire un boxplot, ici illustré horizontalement, mais il peut tout aussi bien être représenté verticalement. Comment est construit ce boxplot? Vous avez au centre la boîte à proprement parler. Elle est construite avec le premier quartile et le troisième quartile. Cela signifie donc que 50% des données se trouvent dans cette boîte. Quelque part dans la boîte, vous avez une barre, ici illustrée, qui correspond à la médiane. Pour rappel, la médiane sépare le nombre de données en deux parties égales, 50% d'un côté, 50% de l'autre. Et donc, entre le premier quartile et la médiane, vous retrouvez 25% des données, et entre la médiane et le troisième quartile, 25 également. Et vous avez donc 50% des données dans la boîte, 25% d'un côté et 25% de l'autre. La distance entre le premier et le troisième quartile s'appelle la distance interquartile. Si nous étendons maintenant la représentation au-delà de la boîte, nous avons des deux côtés des moustaches. La moustache inférieure, ici représentée, est une ligne qui va jusqu'à une certaine valeur. Cette valeur est la première valeur qui dépasse la distance du premier quartile et une fois et demie l'espace interquartile. La même idée s'applique à la moustache supérieure. On pourrait penser que les moustaches vont jusqu'aux valeurs minimales et maximales. Eh bien, ça dépend. Ça dépend de la distance interquartile. Si par exemple la valeur minimale est inférieure au premier quartile moins une fois et demie l'espace interquartile, alors effectivement la moustache s'arrêtera au minimum. Si par contre le minimum est inférieur à cette distance de une fois et demie l'espace interquartile moins le premier quartile, alors la moustache s'arrêtera avant et les valeurs qui dépassent la moustache seront illustrées avec des points et qualifiées d'outliers ou valeurs aberrantes. Parfois, dans certains softwares, on distingue les valeurs qui vont au-delà des moustaches et les valeurs aberrantes extrêmes, c'est-à-dire les valeurs qui excèdent la distance de 1 quartile et 3 fois la distance interquartile. Et on les illustrera différemment, ici c'était représenté avec des petites étoiles. Grâce au boxplot, donc, nous avons un moyen simple d'illustrer des caractéristiques importantes d'une distribution et de repérer des valeurs qui sortent du lot. Ils sont également très utiles pour comparer plusieurs distributions. Sur cette illustration, deux boxplots sont comparés. Chacun capture les températures journalières moyennes en Fahrenheit pour un lieu donné. Nous avons deux lieux, Pittsburgh et San Francisco. Bien que leurs médianes soient très similaires, comme illustré ici, nous voyons que leurs variations sont très différentes. Elle est beaucoup plus accentuée pour Pittsburgh. Voyons un autre exemple, un jeu de données sur le cancer du sein. Chaque ligne correspond à un patient, avec l'identifiant ici, en première colonne. La deuxième colonne contient le diagnostic du patient, où chaque lettre représente quelque chose. M signifie malin et B bénin. Il arrive parfois que vous avez aussi des contrôles, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas de maladie quelconque. Ici, ce n'est pas le cas. Les autres colonnes sont numériques. Chacune contient des caractéristiques issues de l'analyse de la radio, donc d'une image. Il y a aussi certaines colonnes qui mesurent la taille et d'autres caractéristiques de la masse, comme illustré ici sur cette image.
Vous trouverez plus d'informations en suivant le lien qui vous est indiqué ici. Voilà comment Kaggle nous présente les données. Nous avons une description pour chaque colonne, nous avons les pourcentages pour les variables catégorielles et des histogrammes pour des variables numériques. Nous avons illustré ici deux boxplots du radius moyen par diagnostic patient. Il s'agit donc de la distance moyenne entre le centre d'une masse, comme illustré sur l'image précédente, et le périmètre de la masse. Nous pouvons constater que les radius moyens sont plus importants pour les patients malins que pour les patients bénins. Il semblerait donc que plus le radius moyen est élevé, plus ça augmente la chance de classifier un patient avec un diagnostic malin. Nous verrons plus tard comment faire ces découvertes de manière plus automatisée. Finissons cette partie sur cette citation de John Tukey. Souvenez-vous que les quantités numériques, c'est-à-dire les statistiques telles que la médiane, moyenne, mode, etc., se focalisent sur les valeurs espérées, alors que les outils graphiques révèlent quant à eux les valeurs inattendues. Les boxplots aident donc à détecter visuellement des valeurs inattendues. Dans de nombreux cas, nous souhaitons aussi découvrir des similitudes, à quel point deux colonnes se ressemblent, quelles caractéristiques sont similaires. L'idée est que, si elles sont très similaires, alors probablement une seule peut être gardée, car, comme évoqué dans une vidéo précédente, cela rend l'analyse plus facile. Une façon d'attaquer ce problème est d'utiliser des mesures de dépendance. Plus précisément, nous allons voir les mesures de corrélation linéaire. Visuellement, nous pouvons détecter les corrélations à l'aide d'un nuage de points. Un nuage, pour deux colonnes, est facile à produire. Une colonne est placée dans l'axe des X et l'autre dans l'axe des Y, et chaque point correspond donc à une ligne, une observation pour les deux colonnes. Nous avons illustré ici différents nuages de points avec le coefficient de corrélation correspondant. Plus la relation est linéaire, plus le coefficient de régression est élevé, en valeur absolue. Un nuage de points sans structure particulière correspond donc à une corrélation nulle. Vous pouvez aussi facilement comprendre la différence entre corrélation positive et négative. Vous trouvez ici sur le slide l'expression mathématique qui permet de calculer ce coefficient de corrélation linéaire, ici dénoté par Rxy. Nous avons donc besoin de calculer des moyennes, des variances, et l'expression au numérateur est une covariance. Le signe du coefficient de régression indique donc la pente de la relation linéaire. Ici, par exemple, cette relation est une pente positive et donc on s'attend à avoir une corrélation positive. Une question qu'on est en droit de se poser est de combien de fois allons-nous devoir consulter les données pour calculer toutes les corrélations dans un jeu de données? Pour y répondre, vous pouvez imaginer que vous allez devoir créer une boucle for. Si vous y réfléchissez, vous devrez consulter les données à deux reprises. Une première fois pour calculer les différentes moyennes, et une deuxième pour les soustractions et les multiplications. S'il n'y a pas beaucoup de colonnes, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous avez un grand jeu de données à votre disposition, vous ne voulez pas consulter les données à deux reprises. Voilà une expression équivalente à la corrélation, mais qui nécessite un seul passage. Vous pouvez voir que les moyennes ne sont plus là. Elles ont été remplacées par une autre expression, et donc cela nécessite une seule consultation des données. Nous pouvons donc utiliser un nuage de points et le coefficient de corrélation pour détecter des redondances dans les données. Voici un exemple avec deux colonnes, l'une décrit des dépenses en dollars et l'autre exprime ces mêmes dépenses mais en francs suisses. Les points se retrouvent donc sur une ligne imaginaire. Ces deux caractéristiques sont parfaitement corrélées positivement. Il y a donc redondance. Cela signifie qu'une seule colonne peut être gardée pour l'analyse. Lorsqu'il y a beaucoup de colonnes, un moyen de détecter des corrélations est d'utiliser un pairplot ou un graphique par paire. Illustrons ce pairplot avec ce fameux jeu de données sur des iris. Il y a 4 colonnes numériques et une catégorielle. Chaque ligne correspond à une fleur. Chaque fleur a donc 4 mesures, les longueurs et les largeurs des sépales et des pétales. Voici donc un pairplot ou un graphique par paire. Il s'agit donc d'un graphique où l'on a réussi à montrer tous les différents nuages de points. Dans la diagonale, il y a des histogrammes qui représentent une seule des caractéristiques. À noter qu'il y a donc deux fois le même graphique par paire. Vous avez ici et ici
le même graphique, simplement les axes ont été inversés. Ce premier nuage de points représente un nuage entre longueur et largeur d'un sépale qui est plutôt éparse, et on s'attend donc à avoir une corrélation plutôt faible. Au contraire, le nuage de points entre la longueur et la largeur d'un pétale est assez linéaire, ici. C'est une indication donc que ces deux caractéristiques sont fortement corrélées entre elles. Les relations entre sépales et pétales ont l'air différentes que des relations linéaires et donc la corrélation n'est pas ici le bon outil de mesure. Voici une autre représentation d'un pair plot où une information supplémentaire a été ajoutée avec la couleur qui indique l'espèce de l'iris. Sur la droite, nous avons une représentation un peu différente avec ce heatmap, littéralement carte thermique. On parle en français de carte de fréquentation. Au lieu de révéler tous les points, chose qui peut être fastidieuse et gourmande en ressources informatiques, cette carte des fréquentations illustre directement les coefficients de corrélation avec un code couleur en fonction de la valeur de ces corrélations. Nous pouvons, nous pouvons voir ici que la corrélation entre longueur et largeur d'un pétale est élevée, avec 0,96, et donc il y a de toute évidence une redondance. Une seule de ces caractéristiques devra donc être utilisée dans l'analyse subséquente. Voici les fonctions en code Python que vous pouvez utiliser pour créer ces graphiques. Vous les reverrez bien entendu dans les travaux pratiques. À noter que le pairplot est appelé scatter matrix dans Panda, alors que dans la librairie de visualisation Seaborn, elle s'appelle pairplot. Une petite question pour vous maintenant. Si l'on possède 100 caractéristiques numériques, combien de nuages de points doivent-ils être créés pour détecter des redondances? Je vous laisse y réfléchir chez vous. À ce stade, il est important de souligner, encore une fois, que le coefficient de corrélation est une mesure linéaire, c'est-à-dire qu'elle mesure uniquement la relation linéaire entre deux variables. Mais deux variables peuvent tout à fait avoir une relation non linéaire, comme illustré ici. La première ligne concerne une relation linéaire avec le coefficient de corrélation correspondant, et sur la deuxième ligne sont illustrés des coefficients de corrélation, tous nuls, mais à l'œil nu, on distingue très facilement des structures qui sont justement non linéaires. Et c'est donc quelque chose de très important à garder à l'esprit. Dans l'exemple précédent, sur les iris, nous avions également une structure non linéaire qui apparaissait. Voici un exemple simple. Nous avons les corrélations entre trois variables x, y et z, et nous observons des corrélations plutôt faibles. Si vous regardez attentivement maintenant, en fait x et y sont associés. Y égale à x au carré. Mais cette relation n'apparaît donc pas du tout au niveau des corrélations. Sur les représentations graphiques précédentes, les histogrammes et les boxplots, nous avons illustré des données numériques qui connaissaient pas d'ordre particulier. Si par contre les données ont un ordre, par exemple une série temporelle, nous pouvons alors utiliser un line chart. Ces graphiques sont fréquemment utilisés pour représenter des données financières comme illustré ici. Il s'agit donc du cours de l'action Equifax, et vous pouvez très nettement remarquer l'effet de l'annonce de la violation de leur base de données en 2017 ici. Une autre représentation graphique fréquemment utilisée en finance est le chandelier japonais, ou candlestick chart en anglais. Ce graphique décrit le mouvement d'un prix. Typiquement, chaque chandelier résume un jour, c'est en quelque sorte une combinaison entre un line chart et un boxplot. La boîte du chandelier décrit les cours d'ouverture et de fermeture. Les moustaches supérieures et inférieures décrivent les cours les plus élevés et les plus bas. Un chandelier est créé pour chaque jour. Voici donc une illustration avec des chandeliers japonais pour l'action Apple entre 2008 et 2019, et de toute évidence ici un chandelier correspond à un mois. Voici un schéma qui pourra vous aider à choisir quel graphique utiliser en fonction des données mises à votre disposition. Les questions que vous devez vous poser sont: est-ce que je souhaite visualiser une ou plusieurs variables? Les données sont-elles ordonnées? Y a-t-il une hiérarchie dans les données? Par exemple, si vous avez une caractéristique à représenter et que les données n'ont pas d'ordre, alors vous pouvez utiliser un histogramme. Si maintenant vous avez plusieurs variables, vous souhaitez découvrir des similitudes et les données n'ont pas d'ordre en particulier, alors un heatmap est conseillé. Ce schéma peut donc vous servir de guide dans votre choix de représentation visuelle. Finissons cette vidéo avec la terminologie employée. Nous avons parlé de Big Data et des 5 V, volume, vitesse, variété, véracité et valeur. Nous avons parlé d'analyse exploratoire des données.
Nous avons parlé d'histogramme, de bar chart et de boxplot, ainsi que de nuages de points ou scatterplot. Le pairplot est une combinaison de plusieurs nuages de points. Nous avons également évoqué comment repérer certaines redondances dans les données avec le coefficient de corrélation. Nous vous avons mis aussi en garde sur le fait que la corrélation est une mesure uniquement linéaire et donc ne révèle pas de structure non linéaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la revoir ou cliquer sur les autres vidéos de cette série de vidéos pour le cours de Business Intelligence et Analytics donné à HEC Lausanne. Maintenant, c'est votre business de faire parler votre intelligence et démontrer vos capacités analytiques.